Lorsqu'il déménage à Berlin pour se consacrer pleinement à ses recherches, Albert Einstein est déjà reconnu dans le milieu scientifique pour son travail titanesque. Quasiment 10 ans auparavant, il a offert aux sciences ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'année miraculeuse, qui est l'année 1905, durant laquelle il a publié 4 articles qui vont absolument bouleverser la compréhension de la physique moderne. Mais si, lui, il se trouve en Allemagne, ça n'est pas le cas de sa femme, Mileva, ni de leurs 2 enfants, Hans Albert et Eduard. Sa famille, elle est restée en Suisse, protégée au moins partiellement de la Première Guerre mondiale qui a débuté. En 1915, Einstein, il écrit une lettre à son fils Hans Albert, qui est alors âgé de 11 ans. Cette lettre, elle a un intérêt à la fois historique, que je vais évoquer rapidement, mais aussi pratique sur la passion et sur l'apprentissage. Dans cette lettre, Einstein, il évoque des notions liées au rythme créatif, mais il va parler, surtout, de ce qui reste aujourd'hui encore l'un des principaux moteurs pour apprendre et entretenir la flamme de la curiosité tout au long de votre vie. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Inspiration. 1915, c'est une année particulièrement importante pour Einstein. Au mois de novembre, dans la lettre qu'il écrit à son fils Hans Albert, il évoque un accomplissement qui est le résultat de près de 10 ans de recherche. La lettre est en allemand, donc je vais vous lire une traduction un petit peu adaptée. Mon cher Albert, hier j'ai reçu ta chère lettre et elle m'a fait très plaisir. Je craignais déjà que tu ne m'écrives plus du tout. Tu m'as dit, quand j'étais à Zurich, que cela te mettait mal à l'aise que je vienne à Zurich. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que nous nous retrouvions ailleurs, là où personne ne viendra perturber notre tranquillité. Je vais en tout cas insister pour que nous passions, chaque année, un mois entier ensemble, afin que tu vois que tu as un père qui t'aime et qui tient à toi. Tu peux aussi apprendre de moi beaucoup de bonnes et belles choses, certaines qu'un autre ne saurait t'offrir aussi facilement. Ce que j'ai accompli au prix d'un travail acharné ne doit pas être réservé à des étrangers, mais surtout à mes propres fils. Ces derniers jours, j'ai achevé l'une des plus belles œuvres de ma vie. Quand tu seras plus grand, je t'en parlerai. Au-delà des enjeux de la relation père-fils qui se construit à distance, et dont on voit poindre la complication dans le texte, cette partie-là de la lettre, elle fait référence, je vous le disais, à un événement historique. Un événement historique majeur dans l'histoire de la physique, qui va prendre la forme d'un document de 2 pages, et que Einstein a présenté environ 15 jours plus tard après cette lettre, le 25 novembre 1915, à l'Académie des sciences de Prusse. C'est la théorie de la relativité générale. C'est un travail qui va évidemment le propulser à une renommée internationale et qui a fait qu'il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Petite parenthèse, pour vous dire que cette théorie de la relativité générale, elle a des implications très concrètes dans votre vie de tous les jours. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, l'ensemble de la géolocalisation et des services qui y sont liés, c'est possible grâce à la compréhension que l'on a de la relativité générale. Si on décale un tout petit peu cette compréhension, les satellites vont mal calculer et potentiellement cette même localisation, elle va être placée à plusieurs mètres, voire à plusieurs kilomètres plus loin sur la carte où vous êtes censé vous trouver. Donc c'est pareil. C'était juste pour que vous vous rendiez compte que ça représente concrètement quelque chose d'important, même si on pourrait rajouter plein de choses, je ferme la parenthèse. Ce qui est amusant, je trouve, dans la partie que je viens de vous lire de la lettre, c'est qu'on voit un peu paraître l'orgueil d'Einstein. On voit qu'il tire une certaine satisfaction du devoir accompli, il y a une fierté palpable dans ce qu'il sait avoir réalisé avec la relativité générale, il le dit à travers l'expression « le plus beau travail de ma vie ». Mais si cette lettre elle est intéressante, parce qu'elle évoque l'événement dont je viens de vous parler, elle est aussi pour une autre raison. C'est qu'elle contient des conseils d'Einstein à son fils sur les moteurs de la créativité et de l'apprentissage. Je vous lis la seconde partie de la lettre. Je suis tellement content que tu aimes jouer du piano. Selon moi, le piano et la menuiserie sont les meilleures activités pour ton âge, bien meilleures même que l'école. Car ce sont des choses qui plaisent beaucoup à un jeune homme comme toi. Joue surtout ce qui te plaît au piano, même si le professeur ne te les fait pas travailler. C'est en faisant quelque chose avec tant de plaisir que tu ne remarques pas le temps qui passe, que tu en apprendras le plus. Il m'arrive parfois d'être tellement absorbé par mon travail que j'en oublie de déjeuner. Je t'embrasse, toi et Tété, papa. Petite précision, Tété, c'est le surnom du frère de Hans Albert, qui s'appelle Édouard et dont j'ai parlé en introduction. Dans ces quelques lignes, alors qu'on pourrait s'attendre à lire quelque chose sur la rigueur, sur la discipline,
parce qu'on parle quand même de l'un des plus grands génies de tous les temps, hein. Bah, Einstein, il ne parle pas de ça, même si ça y est lié dans l'absolu, mais il nous parle bien d'une notion qui est presque supérieure. Il nous parle du plaisir dans l'apprentissage et du plaisir dans le travail, dans les activités que vous êtes en train de réaliser. L'idée centrale qu'il faut retenir, c'est qu'Einstein, il dit à son fils que le plaisir, il joue un rôle de boussole cognitive dans le fait d'apprendre. C'est un outil, c'est un symbole qui doit orienter votre apprentissage. Si on extrapole un peu, ce que ça veut dire, c'est que dans votre quête de connaissances, le plaisir doit vous orienter, autant que faire se peut, non pas comme un luxe supplémentaire que vous vous accorderiez, mais bien comme une stratégie, voire même une stratégie d'optimisation cognitive. Pourquoi ? En termes de logique profonde, en termes de fonctionnement de la mémoire, vous retiendrez beaucoup mieux ce que vous considérez comme signifiant, comme important. Et c'est encore mieux, évidemment, si c'est chargé d'une émotion. Bon, dans notre cas, on veut bien sûr maximiser le positif, et donc c'est pour ça que utiliser le plaisir dans votre apprentissage vous permet de faire du renforcement positif. Vous allez donc mieux ancrer dans votre mémoire, et en dirigeant vos intérêts, par définition, vous allez explorer plus largement, et vous allez approfondir plus largement les sujets qui vous passionnent. Et c'est justement de cette profondeur-là dont je parlais un petit peu dans mon épisode Comment devenir Léonard de Vinci. C'est bien sûr pas du tout le seul facteur à prendre en compte, mais ça paraît quand même assez immédiat. On va apprendre mieux et on va apprendre plus facilement, on va retenir plus longtemps quelque chose qu'on aime, c'est normal. C'est ça que Einstein y veut dire quand il encourage son fils à jouer du piano, et même si le professeur ne lui demande pas de travailler. C'est un conseil qui est hyper simple, mais qui recouvre en fait beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Parce que au-delà du conseil paternel, au-delà des intérêts en termes de mémorisation dont je viens de parler, il y a des liens, je trouve, avec deux autres concepts. Première chose, il y a un lien avec la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, elle est interne. Autrement dit, elle ne vient pas d'une source externe comme une récompense, comme une punition. Si on était dans le deuxième cas, que ce soit une récompense ou une punition, on parlerait d'une motivation extérieure, une motivation extrinsèque. Un exemple. Quand vous êtes à l'école, que vous devez passer un examen pour une matière que vous appréciez pas forcément, mais que vous devez absolument la valider pour avoir votre diplôme, pour partir à l'étranger, pour passer dans la classe supérieure, etc. Ça, c'est de l'extrinsèque. C'est une motivation qui est, entre guillemets, contrainte. À l'inverse, la motivation intrinsèque, c'est vraiment quelque chose de libre, c'est quelque chose qui vient de vos tripes et vous comprenez évidemment le lien que ça a directement avec le plaisir que vous prenez à faire l'action. C'est évidemment un cercle vertueux, parce que si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, alors vous aurez cette motivation intrinsèque, cette motivation interne à le faire, ce qui va vous apporter du plaisir, et ainsi de suite. C'est une boucle de renforcement positif. Le deuxième lien que je vois, c'est la notion de flow. L'état de flow, c'est quelque chose qui est relativement connu, ça nous vient de la psychologie. C'est un concept qui a été élaboré par un psychologue et un philosophe d'origine hongroise qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. J'espère que j'ai pas trop mal prononcé son nom de famille. Concrètement, le flow, c'est un état mental durant lequel vous êtes en concentration maximale. Vous êtes complètement absorbé dans une tâche, dans une activité, et vous allez éprouver une vraie satisfaction à accomplir la tâche en question. On retrouve dans la satisfaction la notion de plaisir qu'évoque Einstein, et vous reconnaissez aussi cet état lorsqu'il dit dans la lettre qu'il est parfois tellement absorbé qu'il en oublie de manger. Quand vous êtes en flow, il y a en fait un alignement complet d'une part entre l'aspect intellectuel et d'autre part l'aspect émotionnel. Vous avez une sensation de contrôle absolu de ce que vous faites et surtout, il y a une forme de dissociation. Il y a une dissociation du temps, c'est-à-dire que vous allez être tellement focalisé sur l'activité que lorsque vous allez enfin relever la tête, vous allez vous rendre compte que ça fait des heures et des heures que vous êtes dessus, mais que vous n'avez pas vu le temps passer et que ça n'a pas été une souffrance, ce temps qui est passé, bien au contraire. C'est ça concrètement le flow, et je pense que si vous l'avez déjà connu, vous comprenez sans doute de quoi je parle et à quoi je fais référence. Un petit point d'attention quand même, parce que lorsqu'on parle de flow, et par suite de prendre du plaisir à faire une activité, bon, ici on parle d'apprendre, mais ça pourrait être autre chose, ça ne veut pas dire supprimer de la contrainte, au contraire. Car pour obtenir un flow, et être emporté dans cet état de flow, il faut quand même un petit niveau de difficulté. Si je le dis autrement, il faut un bon équilibre entre la difficulté et votre connaissance, votre maîtrise de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est facile à comprendre. Parce que si on est sur un niveau de difficulté qui est insurmontable, qui est ultra dur, il y a de fortes chances soit que vous abandonniez ce que vous êtes en train de faire,
soit que vous finissiez en larmes et donc ça n'a aucun intérêt. Mais à l'inverse, si c'est extrêmement facile, en fait vous vous retrouvez en mode automatique. Et le flow, c'est pas du mode automatique. C'est pas ça le flow. Le flow, c'est juste avoir le bon niveau de friction entre ce que vous êtes capable de faire et la stimulation que vous procure l'activité en question. Le tout aligné avec l'émotion, avec l'alignement personnel, via la satisfaction de ce que vous en retirez de cette activité-là. On mélange un petit peu tout ça, voilà, on fait cuire à 180 degrés, et boum, vous avez du flow. Peut-être que certains d'entre vous se disent que les conseils d'Einstein, qui sont donc directement liés à la motivation intrinsèque et au flow, c'est juste dire, bon, on se concentre, on bosse pendant 3-4 heures, on fait du travail profond, le fameux deep work, et basta. Petite subtilité. Le flow, il est souvent associé à du travail profond, au deep work, mais le travail profond n'implique pas nécessairement du flow. Je vais expliquer. Le travail profond, si je le dis de façon hyper caricaturale, c'est rester concentré, bosser. En prenant la définition qui est donnée par Cal Newport dans son livre Deep Work, c'est les activités professionnelles menées dans un état de concentration absolue qui poussent vos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. Ces efforts créent de la valeur, améliorent votre savoir-faire et sont difficiles à reproduire. Fin de citation. En prenant juste ça, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Par contre, le deep work, le travail profond, c'est plus une méthode, c'est plus une discipline, c'est un choix, parce qu'on va bloquer dans son agenda un créneau de X heures et on s'y met, on bosse, donc ça arrive de façon volontaire. Et le travail profond, vous pouvez le faire en étant fatigué, en luttant parce que vous n'avez pas envie de vous y mettre parce que c'est horrible. Ça peut être aussi une tâche particulièrement difficile qui vous donne envie de pleurer, comme je le disais tout à l'heure. Donc le travail profond, c'est vraiment un effort de concentration sur une tâche et surtout dans lequel il n'y a pas nécessairement de plaisir qui est pris. À l'inverse, le flow, c'est pas une méthode, c'est un état mental. Il n'arrive pas sur commande. Le flow, il va émerger lorsque on a les bonnes conditions qui sont réunies. J'en ai parlé un petit peu déjà. Et le point essentiel, c'est que vous avez cette sensation de naturel dans la réalisation de l'activité, ce que vous n'avez pas forcément avec le travail profond. Il y a bien un lien qui existe entre les deux. Le deep work, le travail profond, il permet de créer des conditions qui peuvent être favorables à l'entrée en état de flow sans pour autant le garantir. Et si je retourne ce que je viens de dire, le flow, c'est un peu l'état que vous allez atteindre quand vous êtes dans une forme optimale de deep work. Je reviens maintenant à la lettre d'Einstein. Finalement, sous couvert d'un conseil qui est relativement simple, on recouvre des notions qui sont liées aux neurosciences, à l'apprentissage, qui sont bien plus fondamentales qu'il n'y paraît. Ce que vous comprenez maintenant aussi, c'est que l'engagement dans une activité, l'engagement profond, il vient bien sûr de l'intérêt que vous y trouvez, du plaisir que vous y trouvez, mais aussi du juste niveau de contrainte que vous allez saupoudrer par-dessus. En identifiant ce qui vous intrigue, ce qui vous plaît naturellement, ce que vous allez presque faire sans effort, vous allez être capable de construire une base d'apprentissage qui va vous tenir beaucoup plus longtemps. La notion, pourtant simple au départ de plaisir, elle vous amène l'opportunité d'avoir une trajectoire intellectuelle qui sera beaucoup plus fertile et surtout une trajectoire qui permettra de vous combler beaucoup plus. Et ça, c'est primordial. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes passionné par un sujet ultra niche, j'en sais rien moi, par exemple les essences de bois en Amérique du Sud ou les coléoptères, bah c'est très bien. C'est génial les coléoptères, car vous serez capable d'y passer des heures sur ces bestioles. Moi j'y connais absolument rien, mais c'est formidable. Amusez-vous, apprenez leurs couleurs, leurs caractéristiques, créez un catalogue hyper détaillé des différentes espèces, parlez à des experts, faites des voyages pour aller prendre en photo dans la nature. Et en fait, vous serez tellement immergé dans tout ça que vous ne verrez même pas le temps passer. Vous en oublierez sans doute de déjeuner, mais peut-être qu'en faisant tout ça, vous serez en train d'accomplir le plus grand, ou du moins le plus satisfaisant, travail de votre vie. J'espère que cet épisode fera naître une réflexion chez vous, qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, partage et 5 étoiles sont les bienvenus sur cet épisode. C'était Jules, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.